La deuxième partie de notre semaine dans le monde, toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Avec nous cette semaine, Carole Barjon, journaliste politique au Nouvel Obs, Marcus Marbry, rédacteur en chef à l'International Herald Tribune, avec lequel nous sommes partenaires, Yvan Réaufol, éditorialiste au Figaro, et Bruno Jeudi, qui dirige donc le service politique du JDD. L'Iran cherche à obtenir l'arme atomique. Cela ne fait plus de doute aujourd'hui pour l'AIEA. L'Agence internationale de l'énergie atomique a rendu cette semaine son rapport et il est tout à fait accablant pour Téhéran. Du coup, certains au sommet de l'État israélien disent envisager une attaque contre Téhéran. Je vous propose ensuite d'écouter la réaction du ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé. C'était cette semaine chez nos confrères de RFI Radio France Internationale. Cette situation est inacceptable parce que la détention de l'arme nucléaire par l'Iran est d'abord une violation de toutes les résolutions du Conseil de sécurité, du traité de non-prolifération. Nous ne pouvons pas accepter cette situation qui serait une menace d'ailleurs sur la stabilité et la paix de la région et au-delà. Et donc nous sommes décidés à réagir. Nous pensons d'abord que le Conseil des gouverneurs de l'agence doit condamner explicitement la conduite de l'Iran. Je pense que la saisine du Conseil de sécurité s'impose aussi. Et en tout cas, la France est prête, avec ceux qui le voudront, à aller un coup plus loin, si je puis dire, dans des sanctions qui existent déjà, mais qui doivent être renforcées pour faire plier l'Iran. Yvan Réaufol, l'Iran avec l'arme atomique, aujourd'hui, c'est envisageable. On y va même tout droit, parce qu'on voit bien que les sanctions, ça n'a pas marché. Alors pourquoi les prochaines marcheraient ? Et puis une guerre est plutôt risquée. Un pays avec une bombe atomique, pourquoi pas, il y en a d'autres, mais l'Iran avec la bombe atomique, il faut savoir ce qu'est aujourd'hui le régime iranien, non pas le peuple iranien, mais le régime iranien qui est censé représenter ce peuple, qui ne se représente pas du tout dans ce régime, qui est un régime qui vit dans l'apocalypse, qui écarte, qui a fait agrandir les rues de Téhéran pour que le dernier imam... quand le dernier imam arrivera pour sauver la planète. Enfin, ils sont dans une irréalité totale, donc ils sont parfaitement inquiétants, c'est un gouvernement sectaire, et donc on imagine bien qu'à la moindre fantaisie, ils pourraient appuyer sur le bouton. Donc naturellement, ça fait très peur, et ça pose le problème de ce manque de vigilance que nous avons eu, nous, l'Occident, les États-Unis d'abord en particulier, et Obama en premier lieu, vis-à-vis de l'Iran. Car Obama avait déployé quand même une politique qu'il pensait être plus efficace que celle de George Bush, qui avait politique de la main tendue, de la main tendue, du dialogue, du soft power, enfin appelez-la comme vous voulez, et qui prétendait pouvoir faire mieux que les classements un peu manichéens de George Bush entre axe du mal, État voyou, etc. Et on s'aperçoit bien que l'Iran s'est joué de cette main tendue Mais on s'aperçoit aussi que les sanctions ne fonctionnent pas. Voilà. Donc, quelle est l'étape suivante? C'est terrible. Ce que disent certains au sommet de l'État israélien qu'il faut aller attaquer. On ne peut pas lancer comme ça dans une conversation qu'il faut faire la guerre. On se rend bien compte que si l'Israël décidait de faire la guerre, il y a de bonnes raisons naturellement pour qu'il le fasse, parce que ça va devenir très vite une menace pressante, mais on comprend très bien aussi que si Israël décide d'envoyer ses avions pour bombarder des sites nucléaires, immédiatement, il met la main dans un engrenage dont on ne sait pas jusqu'où il peut déboucher. Donc j'imagine que la solution de sagesse serait d'attendre que le régime s'effondre sur lui-même, voilà. car c'est un régime malgré tout assez faible. Alors je vais vous faire réagir, Marcus Marbry, parce que je vois que vous réagissiez justement à la politique de main tendue de Barack Obama, qui, on peut le dire, n'a pas grandement fonctionné avec le régime iranien jusqu'à présent. Et c'est d'ailleurs ce que lui disait Nicolas Sarkozy, c'était en 2009, c'était à l'ONU, c'était en septembre 2009, Nicolas Sarkozy qui a remis justement en cause cette politique de la main tendue de Barack Obama. On écoute le président français. Depuis 2005, la communauté internationale a appelé l'Iran pour le dialogue, monsieur le secrétaire général. Une proposition de dialogue en 2005, une proposition de dialogue en 2006, une proposition de dialogue en 2007, une proposition de dialogue en 2008 et une nouvelle en avril 2009. Monsieur le Président Obama, je soutiens la main tendue des Américains. Qu'a amené à la communauté internationale ces propositions de dialogue? Rien. Marcus Marbry soutient la politique de la main tendue, mais enfin il dit quand même que jusqu'à présent ça n'a pas grandement marché. Ça c'était en 2009 quand même, il y a 2 ans. C'est une erreur d'appréciation de la part des Américains? Je dirais même différent. Le problème c'est différent, même malgré ce rapport. Ce rapport n'a fait rien sauf confirmer ce qu'on connaît déjà.
Donc ça n'étonne même pas M. Juppé, ni M. Obama, ni personne. Hein. Tout le monde savait que l'Iran était dans cette direction. C'était certain, les questions de combien d'années avant qu'ils vont avoir. Là, le rapport n'a jamais été, on dit, aussi accablant, depuis d'ailleurs qu'il a été rédigé par le japonais et pas par El-Baradei, que l'Iran pourra avoir la bombe atomique quand même dans 3 ans à peu près, Exactement. en 2015. C'était ça la question. La question est toujours combien de temps 2 ans, 5 ans, c'était toujours ça la question. Donc, ce n'est pas vraiment nouveau, c'est même pas une question de politique. Le problème, c'est que c'est presque certain que l'Iran va avoir le bombe. Même si on bombarde demain l'Israël ou d'autres pays, on va faire rien sauf repousser un peu la date où le pays va avoir la bombe. C'est inévitable. Il n'y a pas de politique, ni sanction, ni guerre même qui peut détruire arrêter cette marche vers la bombe. La seule chose qu'on peut faire, c'est, comme on dit toujours, le fameux regime change. On peut changer le régime. Et ça, c'est pas aujourd'hui. Exactement. Il n'y a pas un pays, surtout les États-Unis, après les 2 guerres qu'on a battues dans la région, il n'y a pas un pays qui veut la guerre, qui veut faire la guerre, attirant même. Je suis certain. Donc ça, c'est un peu le problème. Il n'y a pas une politique qui peut marcher. Les Américains, vous pensez aujourd'hui que Barack Obama n'envisage absolument pas une guerre contre Téhéran? Par exemple, dans le Canard enchaîné, on apprenait cette semaine qu'ils avaient livré des bombes justement à Israël qui permettaient d'atteindre les centrales nucléaires souterraines. C'est certain. Oui, c'est certain. Vous, en tout cas. C'est certain. En tout cas, le président américain aujourd'hui n'est pas dans une position de force où il peut faire ça au niveau politique à Washington même. Il est trop faible. Il ne peut pas. Bruno Jeudi. En tous les cas, c'est clair que pour Obama, c'est un revers qui tombe mal pour lui, c'est un casse-tête supplémentaire, alors que sa situation intérieure est déjà compliquée, que les élections approchent. Il a 1 an à peu près d'une campagne qui s'annonce difficile pour lui aussi, même si en face les Républicains ont pour l'instant du mal à trouver le bon candidat. Donc l'affaire iranienne est un revers, d'autant plus qu'il avait essayé, au fond, même si sans doute il n'espérait pas que l'Iran change, il espérait au moins gagner du temps. Or là, il arrive le rapport et il est pris à revers à un moment qui est très compliqué pour lui politiquement. Donc les succès qu'il avait glanés sur les terrains extérieurs pour ce président-là sont un peu annulés par cette perspective. Et il avait fait justement de l'affaire iranienne un des éléments forts de sa politique extérieure. Mais je pense que le peuple américain peut dire un peu trop fort peut-être. Le peuple américain aujourd'hui, on s'en fout complètement de la politique à l'étranger. Hein. Mais c'est pour sa statut, son image internationale. C'est pas l'importance de l'élection des présidentielles américaines. C'est surtout la situation économique. Mais comme dans tous les pays, Nicolas Sarkozy, c'est exactement pareil. On a vu que son succès en Libye ne lui avait pas encore vraiment permis de capitaliser autant qu'il l'espérait. Mais c'est important pour un président qui est un peu en difficulté d'au moins avoir la situation internationale, d'être un bon président, comme on dit, à l'étranger. Ça donne du prestige, ça redore un peu l'image quand elle est écornée sur le plan intérieur. C'est plus important pour les Européens ou les Français que les Américains. Ce qui restera aussi d'Obama dans cette politique étrangère, et notamment vis-à-vis de l'Iran, c'était également sa grande pusillanimité, sa grande prudence quand le peuple iranien s'est quand même soulevé et a failli aurait pu faire tomber ce régime épouvantable. Or là, les États-Unis ont été tout à fait en deçà de ce que l'on aurait pu attendre de soutien à un mouvement démocratique. Et c'est la France. Les gens sont 100% sûrs qu'on aurait pu faire tomber le mouvement. Écoutez, on aurait pu davantage aider. Je pense que les États-Unis, quand ils veulent aider un mouvement, le font. Et là, ils ne l'avaient pas fait. Ils n'avaient tellement pas fait, d'ailleurs, tellement peu fait, que c'était Nicolas Sarkozy, à l'époque, si vous vous souvenez-vous, qui avait lui-même pris la main pour faire des déclarations beaucoup plus virulentes et pour dire leur vérité à ces dirigeants qui sont en fait des véritables cinglés, pour dire les choses. On arrive bientôt au terme de ce débat. On va commencer par vous, Carole Barjon. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine, en dehors de la crise économique qu'on a largement traitée, mais peut-être que vous voulez encore aborder un autre angle, parce qu'il y a plusieurs volets de cette crise. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Pour rester en France, en tout cas, ce qui m'a marqué, ce sont les diverses propositions qui ont été faites, notamment par François Hollande, par exemple, de baisser de 30% le salaire
du président de la République et des ministres, les propositions d'Arnaud Montebourg de limiter l'âge À 67 ans. voilà, enfin, d'imposer un âge de départ aux parlementaires français. Et une autre proposition qui est passée beaucoup plus inaperçue d'ailleurs, mais qui à mon avis est intéressante, qui est de réduire le nombre de députés, puisqu'on sait que le nombre de députés a augmenté sous Mitterrand en 86. Bon. Alors, il y a deux manières de prendre ça. Il y a une manière qui est de dire, au fond, il y a une sorte d'antiparlementarisme qui monte, enfin, c'est surenchère démagogique, et on sait que s'il y a un antiparlementarisme qui commence à monter, bon, là, ça rappelle des mauvais souvenirs, on va dire, entend la crise, la récession, etc. Ça rappelle un peu les années 30. Et puis il y a une autre manière de prendre la chose, qui est de dire qu'il y a toujours un risque quand il y a une surenchère démagogique et on sombre dans le populisme, c'est toujours risqué. Ça fait monter les extrêmes, comme on le sait. Mais que ce sont des vraies questions. Ils ont tous posé des vraies questions, je pense. Enfin bon, peut-être que Hollande est allé un peu fort et que c'était... Bon. Mais en revanche, réduire le nombre de députés, je pense que c'est un vrai sujet. Voilà, que aucun président de la République ne fera évidemment, parce qu'ils ne vont pas se mettre les élus à dos, surtout avant une élection. Et je pense que, au fond, la proposition de Montebourg n'est pas inintéressante à partir du moment où les Français de base... eux sont... Là, ça fait des grincer des dents au Parti Socialiste. Et notamment oui, non, peut-être mais chez c'est Martine possible, Aubry. mais moi, ça m'est Yvan égal, ça. Rioufol, ça vous en paraît intéressante aussi, les propositions, justement Carole a raison, ça pose de bonnes questions, mais les réponses sont dérisoires. D'abord, elles sont dérisoires vu l'enjeu aujourd'hui, vu la dramatisation des enjeux. On ne peut pas perdre de temps à parler de cela. Et surtout, en plus, ce sont des réponses qui sont très électoralistes. Quand je pense, par exemple, à la proposition de Hollande de faire baisser de 30% le salaire du président ou des ministres, on voit bien que ce n'est pas comme ça qu'il va régler l'endettement de la France. Et donc, c'en est même risible. Quant à Montebourg, avec sa proposition de dire aux députés qu'après 67 ans, ils deviennent inutilisables, d'abord, c'est très discriminant. C'est presque une sorte de racisme anti-vieux. Et en plus, c'est inopérant, parce que vous avez plein de députés qui sont très intéressants, qui pourraient avoir 70 ans et plus. Mais en revanche, il a raison de dire qu'il y a quand même des acteurs politiques qui s'accrochent à leur rôle et qui deviennent un peu pathétiques. Et je ne vais pas citer de nom ici, parce que je suis charitable. Bruno Jeudi, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actu de la semaine ? Écoutez, moi, ce qui m'a marqué, c'est le frémissement de Nicolas Sarkozy dans les sondages. La presse relève très souvent lorsqu'il est très bas, donc il faut ici relever quand il monte un peu. Alors il faut rester calme, il reste encore largement challenger par rapport à Hollande qui est favori. Il a gagné 8 points de confiance dans un sondage Les Échos. Alors vous allez me dire... ce n'est qu'un sondage et ça fait peut-être le printemps, mais bon, on verra ça au printemps prochain. Mais en tous les cas, ça montre que d'abord, ce sera beaucoup plus serré que ce que nous disent les sondages, que deuxièmement, la crise profite quelque part à ce président qui paraît assez actif et qui est jamais meilleur que lorsqu'il est face à l'adversité. Et puis deuxièmement, ça rappelle aussi un peu à l'ordre les socialistes qui peut-être... ont cru que la primaire, c'était déjà l'élection. Or, l'élection, c'est l'année prochaine, le 22 avril, le premier tour, et le 6 mai, le second tour. Ah, donc, il faut rester calme. Hein. Voilà. Yvan Rioufol, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actu de la semaine ? Moi, je suis stupéfait par la descente aux enfers de Dominique Strauss-Kahn. Je pensais qu'on avait tout lu sur lui, et je dois dire qu'on en apprend maintenant tous les jours, et ça en devient même gênant. Ça en devient gênant pour lui, parce qu'il y a une sorte aussi d'acharnement médiatique, et il a raison. J'ai vu qu'aujourd'hui, il dénonçait cet acharnement médiatique-là. Mais malgré tout, on ne comprend encore moins aujourd'hui cet aveuglement collectif qui a été l'aveuglement de toute la classe politique, de ses amis politiques, mais aussi des médias, sur ce qu'était cet homme et son addiction aux femmes. Alors ça va très au-delà d'un goût pour les femmes qui aurait été un goût tout à fait qu'on lui aurait tout bien reconnu bien volontiers, mais là ça va au-delà parce qu'en plus aujourd'hui on le soupçonnerait, d'après ce que j'ai lu avant de venir, il pourrait être mis en examen pour des complicités de proxénétisme ou pour des complicités d'abus de biens sociaux parce qu'il aurait bénéficié, le sachant, de largesse d'entreprise qui lui faisait visiter des établissements. Donc on tombe dans le sordide et vous avez un personnage qui était un personnage qui a failli être président de la République et qui s'écroule sous nos yeux
par sa propre faute et par ses turpitudes. Et donc, donc je suis stupéfait de voir à quel point ce personnage cachait une vérité, cachait des failles. Et je suis également stupéfait de voir que cette presse qui l'avait tellement soutenu à un moment donné, car il était même devenu intouchable, est la première aujourd'hui à s'acharner sur lui. Marcus, vous, avec justement votre regard anglo-saxon, cette affaire Strauss-Kahn. Enfin, c'est intéressant parce que, bien sûr, on a beaucoup cette descente parlé aux enfers. Oui, enfin, il y avait une perspective de la France quand on a vu ce qui s'est passé à New York avec Strauss-Kahn, qu'il était maltraité et tout ça, il y avait tout un discours. Il s'en est bien sorti d'ailleurs à New York. Oui, tout à fait, après tout. C'est ce qu'on se dit d'ailleurs après coup, on se dit peut-être qu'ils s'en est même très bien sortis finalement. Oui, enfin, mais le problème, c'est que peut-être une question, et je ne sais pas si on était surpris ou on était ignorant de tout ce qui se passait avant, je ne sais pas, hein, je ne peux pas dire. On a fait plein de polémiques sur M. Strauss-Kahn et ses liaisons avec la presse française, le 4e pouvoir. Je ne sais pas, on ne peut pas discuter ça, mais je ne suis pas frappé, enfin, par ce qui se passe. Non. Fin de compte, non. Carole Barjon, vous n'êtes pas étonnée non plus de cet épisode supplémentaire? Si. Si, moi aussi. Moi aussi. Mais je si, suis quand même étonné je veux dire, on peut pas imaginer. L'épisode du Carlton, Yvan Rioufol a raison, on est tombé dans le sordide. Là, on est dans les bas-fonds. Et on avait raté beaucoup de choses, dont les fameux SMS. Il suffit de les lire pour voilà, ça paraît incroyable. Ce monsieur était directeur général du FMI et visiblement, il passait beaucoup. Je ne sais pas s'il passait beaucoup de temps dans son bureau, mais visiblement, il avait une deuxième vie très active. Bien sûr qu'on est. Enfin, bon, Yvan peut dire, tout le monde savait, etc. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vraiment dit ça, mais non, je pense pas. Je pense qu'il y avait une partie de l'addiction, enfin, le fait qu'il aimait beaucoup les femmes, qu'il était très dragueur, bon, qu'il avait ses pratiques personnelles, on va dire. Bon, mais de là à imaginer qu'il pouvait être lié à des réseaux de proxénétisme, etc. Non, là c'est peut-être cette différence de perspective, hein, parce que à l'époque de la scandale, si on lit ce qui était écrit par les anglo-saxons sur l'internet, effectivement, et par les Français par contre, c'est vrai que chez les anglo-saxons, on voyait quelque chose de différent. Marcus, là, il faut qu'on rentre dans un instant. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans l'actu de la semaine? Enfin, pour moi, on a parlé déjà de ces présidentielles américaines et le débat entre républicains cette semaine, c'était très marquant. On a encore, comme George Bush, un autre gouverneur de l'État de Texas, qui va se présenter peut-être au présidentiel contre Obama. Ce qui est frappant, c'est que le président américain, il est vraiment dans une situation très, très difficile pour en discuter. Au niveau politique, le taux de chômage aux États-Unis, c'est très important. Il va vraiment être cuit déjà, Obama. Mais les républicains ne peuvent pas trouver un concurrent qui en soutient. Et c'est marquant, c'est remarquable quand même. Et c'est la seule chance d'Obama. C'est la seule chance de gagner, ce sont les républicains. Exact. Voilà, et on suivra évidemment à cette campagne aussi américaine, puisque les élections, c'est en novembre 2012, peu de temps donc après l'élection présidentielle française. 2012. Exactement. Exactement. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur le plateau de France 24 pour commenter l'actu de la semaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi, 19h10, heure de Paris, pour un nouveau débat sur France 24. D'ici là, très bon week-end.